Harold, 68 ans, 47 ans de travail ininterrompu. Il a pris sa retraite avec 7 800 $ en banque, non pas parce qu'il a tout perdu dans un pari, mais parce qu'il a tout fait correctement. Et personne ne lui a jamais expliqué que correctement et intelligemment ne sont pas le même mot. On dit qu'après 60 ans, il faut ralentir, que le train est parti, qu'il ne reste plus qu'à gérer ce qui reste et espérer que ça ira. C'est le plus grand mensonge que le système financier ait jamais mis dans votre tête. À 66 ans, avec 4 200 $ en poche, les comptes du mois dans le rouge et sa fille qui lui glissait 200 $ dans la main dans le couloir pour faire les courses, Harold a pris une décision. Pas belle, pas pleine d'espoir, furieuse. Et 8 mois plus tard, il avait une activité qui générait 2 200 $ par mois depuis son propre garage. La différence entre commencer à 25 ans et commencer à 66 ans, ce n'est pas du temps perdu, c'est de la clarté gagnée. Vous savez déjà, avec des décennies de preuves dans votre corps, exactement ce qui ne fonctionne pas. Ça vaut plus que n'importe quel cours que vous n'avez pas suivi. Si vous avez décidé que votre meilleur chapitre financier commence maintenant, pas l'année prochaine, pas quand les conditions s'amélioreront, inscrivez-vous ici et laissez en commentaire un mot, début. Parce que cette histoire n'est pas seulement celle d'Harold, c'est la nôtre. Et on l'a construit ensemble, j'ai travaillé, c'est ce que j'ai fait, c'était mon plan financier. Je travaillais chaque lundi au vendredi, parfois le samedi, je me présentais, je pointais, et à la fin de la semaine, il y avait un chèque avec mon nom dessus. Et j'avais pris ce chèque comme signe que tout allait bien, que je faisais ce qu'un homme était censé faire. J'avais 17 ans, la première fois que j'ai tenu un chèque de paie, 94 $. Je l'ai encaissé au comptoir d'une station-service parce que je n'avais pas encore de compte bancaire. L'endroit sentait l'huile moteur, le café brûlé et le sol en vinyle froid. J'ai plié ces billets dans ma poche arrière et j'ai rentré à pied sur 3 rues et je me suis tenu 1 centimètre plus grand pendant tout le trajet. Je me disais, voilà, c'est comme ça que tout fonctionne. Tu te présentes, on te paie. Tout va bien. Personne ne m'a corrigé. Personne n'a dit « Harold, c'est la ligne de départ, pas la ligne d'arrivée ». Et voilà ce qu'il y a avec le fait de ne pas savoir quelque chose à 17 ans. On ne reste pas à 17 ans. On porte cette idée avec soi. Elle nous suit dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Elle grandit avec nous. Elle porte une cravate. Elle signe des documents. En 2003, un agent de crédit s'est assis à ma table de cuisine avec une quarantaine de pages de paperasse. Il sentait le parfum de grands magasins. Ma femme était dans l'autre pièce avec un mètre ruban, marquant le mur là où les nouveaux placards iraient. Il a tourné une page, pointé une ligne et prononcé les mots taux variables. J'ai hoché la tête. Comme si j'avais un avis là-dessus, j'ai signé là où les onglets disaient « Signez ici ». Le stylo faisait un bruit sur le papier, ce grattement particulier de quelque chose de permanent. Le rôti qu'elle avait fait pour le dîner réchauffait encore la cuisine. Ça sentait une bonne soirée, comme une famille qui allait de l'avant. Je me disais que je le faisais pour elle. La cuisine qu'elle voulait, la maison dont elle était fière, c'est l'histoire que j'utilisais. Mais sous cette histoire, derrière une porte verrouillée que je n'ouvrais pas souvent, se trouvait la vérité. La vérité était que j'avais terriblement peur de la conversation où je dirais « nous ne pouvons pas nous permettre ça ». Cette conversation me semblait plus coûteuse que le prêt. Alors j'ai emprunté sur un avenir que je n'avais pas encore bâti parce qu'une conversation de 10 minutes me semblait un prix trop élevé. J'ai pris cette décision bien plus d'une fois. Je l'ai prise avec des prêts auto, avec des meubles à crédit, avec une retraite à laquelle j'avais souscrit sans vraiment comprendre, parce que comprendre aurait nécessité d'admettre que je ne savais pas déjà. Et chaque dimanche, je m'habillais et j'allais à l'église. Chemise repassée, enveloppe d'offrande, poignée de main sur le parking avec des hommes qui parlaient de leur plan d'épargne retraite comme ils parlaient de la météo. J'utilisais des mots comme portefeuille et diversifié sans posséder l'un ni l'autre. Un février, ciel gris, assez froid pour voir son souffle. Mon beau-frère avait besoin de 600 $. Me l'a demandé la même sur le parking. Je lui ai donné 100 sillés. J'ai dit « Ne t'en fais pas », de la voix d'un homme qui en a plus qu'assez. Son visage s'est détendu de soulagement. Je suis rentré chez moi avec moins de 200 $ à mon nom et je n'en ai pas parlé à ma femme. Je jouais la comédie, chaque dimanche. Pendant 30 ans, je portais le costume d'un homme qui avait sa vie en ordre. Et je le portais si bien, depuis si longtemps, qu'à un moment j'ai oublié que c'était un costume. Le public pour lequel je jouais, je comprends maintenant, c'était moi-même. C'est la partie qui m'a pris le plus longtemps à voir. Non pas que j'étais fauché, mais que je l'avais su, à un niveau silencieux, depuis très longtemps.
et que j'avais choisi à chaque fois de ne pas regarder. Le second prêt hypothécaire avait un taux variable et le taux allait s'ajuster. Le taux s'est ajusté en 2006, pas de façon spectaculaire, pas d'un coup, juste à la hausse, un peu, puis encore à la hausse. Puis le relevé mensuel affichait un chiffre que je n'avais pas prévu, ce qui n'aurait pas été un problème, sauf que je n'avais jamais rien prévu du tout. Je n'ai pas tout perdu en un seul jour. C'était une pourriture lente, une fuite dans le plafond qu'on couvre avec un seau pendant 12 ans parce que la réparation semble trop chère et trop définitive. Les factures ont commencé à arriver dans un certain ordre. Celles que je pouvais payer, celles que je paierais le mois prochain, celles que je déplaçais vers le bas de la pile sans les ouvrir. Il y a un art particulier à ne pas ouvrir une enveloppe. On le développe lentement, et puis un jour, on réalise qu'on y est habile. Ce n'est pas une bonne chose à savoir faire. Ma femme me demandait parfois à propos du courrier, je disais « c'est réglé », elle me croyait, ou elle choisissait de me croire. Je ne sais pas lequel est pire. Quand j'ai pris ma retraite à 64 ans, l'entrepôt m'a offert une poignée de main et un gâteau. Mon nom était mal orthographié sur le gâteau. Je suis rentré chez moi, j'ai attendu qu'elle soit endormie et je me suis assis à la table de cuisine avec un bloc-notes jaune et un stylo bleu. J'ai écrit pour la première fois de ma vie adulte toutes mes dépenses fixes mensuelles. 1890 $ qui sortaient, 1340 $ qui rentraient, un déficit de 550 $ chaque mois pour le reste de ma vie. J'ai fait ce calcul 6 fois en espérant que la réponse change. Le réfrigérateur bourdonnait. Les chiffres devenaient plus petits et plus serrés vers le bas de la page, comme si j'essayais de leur faire prendre physiquement moins de place. Ils n'en prenaient pas moins. La honte de ça. Je veux que vous compreniez cette honte particulière. Ce n'est pas la honte d'un homme qui a joué et perdu. C'est la honte d'un homme qui a joué la sécurité toute sa vie et s'est quand même retrouvé au même endroit. C'est la honte de réaliser que sûr et intelligent ne sont pas le même mot et qu'on a passé 47 ans à les confondre. Mon fils se mettait à appeler plus souvent. Trop souvent, avec cette voix prudente, la voix qu'on utilise avec quelqu'un de fragile. Je connaissais cette voix. Je l'avais utilisée moi-même avec mon propre père. Quand mon gendre avait besoin de 1400 $, je les lui ai donnés. C'était peut-être 2 ans après la retraite. J'avais 1600 $ liquides. Il m'a écrit une reconnaissance de dette sur un bout de papier de cahier à spirale. On voyait la frange là où il avait été arraché. Je l'ai plié derrière ma carte de bibliothèque. Je suis rentré chez moi avec 200 $ à mon nom et je n'en ai pas parlé à ma femme pendant 3 semaines. Je me disais que j'étais généreux. Les gens généreux donnent de leur surplus. Moi, je donnais par terreur. Et puis, un dimanche, Karen, ma cadette, elle avait fait 3 heures de route pour le dîner. Elle a glissé 2 billets de 100 $ dans ma main, dans le couloir, pendant qu'on se disait au revoir. Pour les courses, papa, prends-les. J'ai souri, j'ai dit merci, j'ai dit à tout le monde que je devais chercher quelque chose dans la voiture. Je me suis assis dans cette allée pendant 11 minutes avec le moteur éteint et les mains sur le volant. Les billets étaient neufs, fermes, légèrement collés ensemble. À travers la fenêtre, j'entendais mes petits-enfants se disputer à propos d'un jeu, ordinaire, vivant. J'étais assis dans l'odeur du désodorisant au pain et des vieux emballages de fast-food et je n'ai pas pleuré. Ne pas pleurer était la pire partie, parce qu'un homme qui pleure a un endroit où le mettre. Moi, je n'avais nulle part où le mettre. J'avais passé toute ma vie adulte à m'assurer que personne n'aurait jamais à faire ça pour moi. C'était mon plan de retraite. Ne deviens pas un fardeau. Ne laisse personne voir la taille de ta petitesse. Et là, j'étais assis, nourri par ma fille, à 66 ans. Ce silence était le son le plus fort de ma vie. Je suis rentré de chez Karen ce soir-là sur 32 ans de mémoire musculaire. Chaque virage automatique, chaque feu rouge pareil. Je ne me suis pas arrêté pour faire le plein, même si j'étais au quart. J'ai juste conduit. Je suis rentré. Ma femme était déjà au lit et je me suis assis à la table de cuisine. La même table, la même chaise. Et je n'ai pas enlevé mon manteau, comme si je n'étais pas sûr encore de rester. Je veux être honnête sur ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que les gens veulent que ce soit une belle histoire, une révélation, une lumière par la fenêtre. Ce n'était pas ça, c'était de la fureur. Froide, silencieuse, fonctionnelle. Pas contre Karen, pas contre mon gendre,
Pas contre l'entrepôt, ni l'agent de crédit, ni le taux variable. Contre moi-même, contre l'homme de 66 ans assis à une table de cuisine, dans son manteau à 10 heures du soir, avec 4 200 $ à son nom et l'argent des courses de sa fille plié dans sa poche. Je n'étais pas plein d'espoir. L'espoir à ce stade me semblait le même mensonge que je m'étais répété pendant 4 décennies. L'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine. J'avais 41 prochaines années à montrer pour ça. Mais la fureur était quelque chose que je pouvais utiliser. La décision que j'ai prise ce soir-là ne s'est pas annoncée. Elle n'était pas dramatique. Elle ressemblait plus à une porte qui se ferme, silencieuse, définitive, irréversible. Je me suis dit, je ne vais pas mourir comme l'homme que cette année a fait de moi. C'était tout. C'était toute la révolution. Pas je vais devenir riche, pas tout va s'arranger, juste ce n'est pas le dernier chapitre et je vais me faire celui qui écrit ce qui vient ensuite. Quelques jours plus tard, mon petit-fils Marcus m'a montré une vidéo YouTube, un homme dans un garage qui achetait des choses dans des ventes de succession et les revendait en ligne. Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé encore, puis 6 de plus. Je n'ai pas dormi. J'ai pris des notes au dos d'une enveloppe de factures d'électricité qui traînait sur le comptoir. En écrivant petit, soigneusement, comme je copiais les protocoles de sécurité à l'entrepôt quand quelque chose importait assez pour être fait exactement bien. J'ai noté des mots que je ne comprenais pas encore complètement. Marge, coût de base, optimisation des annonces. Je les ai cherchés, je les ai notés à nouveau. Ma première pensée a été « Pourquoi personne ne m'a montré ça à 25 ans ?» Ma deuxième pensée, l'honnête, était « ça n'aurait rien changé à 25 ans ». Je n'étais pas assez désespéré à 25 ans pour vraiment écouter. On entend les choses différemment quand on est assis dans une cuisine à minuit avec l'argent des courses de sa fille dans la poche de son manteau. On entend avec tout son corps. J'ai sorti la reconnaissance de dette de mon portefeuille. Je l'ai déplié complètement. Je l'ai aplati sur la table pour la première fois en 6 ans. Le papier était devenu doux à force d'être plié. L'encre avait blanchi le long des pliures. Certaines lettres n'étaient qu'à moitié là. Je la regardais dans la lueur de l'écran et j'y pensais différemment. Mon gendre avait compris quelque chose que je n'avais pas compris. Il avait compris que l'argent bouge, que les ressources des autres peuvent étendre votre propre position. Il avait eu tort de m'utiliser ainsi, vraiment tort. Mais le principe lui-même, l'architecture de cette pensée, n'était pas faux. Je portais ce papier comme preuve de ce qu'on m'avait pris. Je l'ai remis comme autre chose, comme la première nuit où j'avais compris que l'argent est une chose qui se meut, pas une chose statique, et que j'avais passé toute ma vie à le courir plutôt qu'à le diriger. Ça, c'était la première décision financière véritablement intelligente que j'ai jamais prise. Je suis allé à ma première vente de succession ce jeudi-là. J'ai acheté une boîte de vieux outils pour 22 $. J'ai passé 2 semaines à les nettoyer, les photographier, les mettre en vente. Vendu pour 91 $, 69 $, 4 heures de travail, 17 $ et 25 cents de l'heure, plus que ce que je gagnais à l'entrepôt en 1987. J'étais dans le garage quand la notification est arrivée sur mon téléphone. Ça sentait là-dedans la poussière et le WD-40 et le vieux carton. Des choses qui avaient attendu trop longtemps que quelqu'un voie leur valeur. J'ai lu cette notification 3 fois. Je me suis assis sur une chaise pliante et j'ai tenu le téléphone à 2 mains comme on tient quelque chose qu'on a peur de faire tomber. Je sais ce que représente 69 $. Je sais exactement ce que ça représente, mais ces 69 $, c'était fait pendant que je dormais. Quelque chose que je possédais avait travaillé pour moi sans que je sois devant une pointeuse. Jamais, en 66 ans, je n'avais ressenti ça. Ce n'était pas l'argent, c'était la preuve. La preuve que la boucle de survie, la boucle du juste garder les lumières allumées, n'était pas une loi de la nature, c'était juste une habitude. Et les habitudes, même vieilles de 60 ans, peuvent être brisées. Je suis retourné le jeudi suivant, et le jeudi d'après, et celui d'après encore. Au 2e mois, je savais quel quartier offrait les meilleures ventes de succession. Au 4e mois, j'avais des habitués, des gens qui m'écrivaient en demandant si j'avais un certain type de choses. Au 6e mois, j'avais un système. Au 8e mois, j'avais une entreprise. Le mois dernier, cette entreprise a rapporté 2200 $. J'ai 68 ans et j'ai, pour la première fois de ma vie, une entreprise.
Mon fils est venu m'aider à monter une étagère de rangement dans le garage. Marcus s'est assis à côté de moi à la table de cuisine et m'a construit un tableur, m'expliquant chaque colonne comme je lui avais un jour montré comment changer un pneu. Patient, lent. Celle-ci, c'est ton coup de base, papy. Celle-là, c'est ta marge. J'ai noté ces mots dans un cahier, lentement, comme si je passais enfin le bon examen. Ma femme faisait du café et regardait et posait de vraies questions. Pas des questions prudentes et inquiètes, mais des questions intéressées. Pour la première fois de ma vie adulte, ma famille construisait quelque chose avec moi, pas en payant mes factures discrètement depuis 3 états de distance. Avec moi, maintenant. Je dois vous dire quelque chose directement. Si vous êtes assis là où j'étais assis, si vous faites des calculs à 2 heures du matin sur un bloc-notes jaune, si vous avez accepté l'argent des courses de quelqu'un d'autre avec un sourire qui vous a tout coûté, j'ai besoin que vous entendiez bien ce qui suit. Commencer tard n'est pas un désavantage. Je sais que ça ressemble à quelque chose sur un mug. Restez avec moi. À 25 ans, j'aurais pu regarder cette même vidéo YouTube. L'information existait, les ventes de succession existaient, les outils existaient. Ce qui n'existait pas, c'était la version de moi assez désespérée pour vraiment agir. J'avais trop de mensonges confortables disponibles, trop de prochaines années encore devant moi. J'aurais regardé la vidéo en pensant « intéressant » et je serais retourné à ce que je faisais. À 66 ans, assis dans cette cuisine à minuit, je n'avais plus aucun mensonge confortable. Je les avais tous épuisés. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un feu. Les cicatrices que vous portez en ce moment, la honte, les regrets, l'humiliation particulière d'avoir travaillé toute sa vie et d'avoir si peu à montrer, ce ne sont pas vos punitions, ce sont votre carburant. Vous savez exactement ce qui ne fonctionne pas. Vous avez 40 ans de preuves. C'est plus de clarté que la plupart des gens de 25 ans n'en auront dans toute leur carrière. Vous ne recommencez pas à zéro, vous recommencez informé. Samedi dernier, ma petite fille est venue au garage pour aider. Elle a 14 ans. Elle a apporté un carton blanc de chez elle, sans qu'on le lui demande, pour l'utiliser comme fond photo. Elle a réarrangé un jeu de clés à molette dessus et a pris de meilleures photos que moi pendant mes 3 premières semaines. Elle l'a fait en 10 minutes comme si c'était évident. Je me suis assis dans ma chaise pliante avec mon café et je n'ai pas dit un seul mot parce qu'il n'y avait rien à améliorer. Et j'ai compris, en la regardant, ce dont tout ça avait réellement été question. Pas les 2200 $, pas le tableur, pas même l'étagère dans le garage. Elle a 14 ans et elle apprend, un samedi matin, dans un garage qui sent le WD-40 et le vieux carton, que l'argent est quelque chose qu'on dirige. Elle ne passera pas 40 ans à travailler pour lui avant de le comprendre. Elle ne sera pas assise dans une allée à 66 ans avec l'argent des courses de sa propre enfant dans sa poche. J'aurais changé au moins une trajectoire. J'aurais brisé la boucle une génération plus tôt qu'elle ne s'est brisée pour moi. Ce n'est pas un prix de consolation. L'héritage, ce n'est pas ce qu'on laisse dans un testament. L'héritage, c'est ce qu'on modèle. Mes petits-enfants ne se souviendront pas de ma retraite. Ils se souviendront du grand-père qui a créé une entreprise à 66 ans, qui s'est assis à la table de cuisine et a compris. Qui leur a montré, en le faisant, pas en le disant, que la boucle n'est pas une condamnation à perpétuité, c'est un choix. Et on peut choisir différemment à n'importe quel âge, même à 68 ans, surtout à 68 ans.